Bonsoir messieurs, monsieur le procureur. Avant toute chose, je souhaiterais exprimer mes plus vifs remerciements à toute l'équipe de la Semaine de la Pop Philosophie et bien entendu à Jacques Serrano. Et il me revient l'honneur de relever un certain défi, je ne suis pas toute seule, fort heureusement, puisqu'il me faut traiter un thème assez redoutable. Rire et justice. Rire et justice. Vraiment. Ah, on vient de célébrer l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Une année où on a vu 3 procès en matière de terrorisme. Donc un procès en appel pour les condamnés de Charlie Hebdo, le procès du 13 novembre et actuellement celui du 14 juillet 2016. Je sais pas, lire les comptes rendus de la presse, c'est pas très drôle. En quelques jours, il y a quelques semaines de cela, coup sur coup, une mise en examen d'un secrétaire général de l'Élysée, et puis une commission de l'instruction de la Cour de justice de la République qui renvoie devant cette cour l'actuel garde des Sceaux. Certes, ce renvoi est suspendu du fait d'un pourvoi en cassation, mais c'est inédit. C'est inédit, mais est-ce que c'est drôle ? À la rubrique des faits divers, on trouve une adolescente de 12 ans dans une malle, torturée. On trouve une mère condamnée à 1 an de prison pour avoir laissé son fils seul pendant 2 semaines en plein hiver avec un frigo vide et puis pas de chauffage alors qu'elle est en Tunisie avec son compagnon. Ou encore un énième procès de féminicide où après 40 ans de mariage, un octogénaire tue sa femme, 40 coups de bêche, peut-être 1 coup par an, je ne sais pas. Alors rire et justice, vraiment ? Je ne sais pas, du côté institutionnel, est-ce que c'est plus drôle ? Pas tout à fait sûr. Les États généraux de la justice, qui concluent au bout de 6 mois de travail un bilan alarmant sur l'état de la justice, civile, pénale, économique et sociale. Bon. Et puis, la tribune des 3000, il y a un peu moins d'1 an, où magistrats et greffiers réagissent au suicide d'une jeune magistrate de 29 ans. Rire et justice, pas vraiment. Bon, j'ai fini. Au revoir. Sauf que voilà, je suis assez curieuse de nature, c'est la raison pour laquelle je suis universitaire. Et comme universitaire, je ne suis pas du tout pénaliste. Pas du tout, je suis administrativiste. On va me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis donc spécialiste de la justice, certes, mais administrative. Celle qui est un peu moins connue, sans doute parce qu'il n'y a pas de feuilleton télévisé sur le rapporteur public, donc comme ça n'existe pas, on ne nous connaît pas. Voilà, encore une fois, les médias nous oublient, donc voilà. Et c'est cette justice qui s'occupe des litiges en fait entre les citoyennes, les citoyens et puis l'État et les autres collectivités publiques. Alors rire et justice. Rire et justice, plus sérieusement, le rire, c'est un résultat d'un stimulus, donc de stimuli, qui peuvent être d'ordre différent, donc des stimuli par exemple physiologiques, mais bon, la justice est assez peu chatouilleuse. Mais les stimuli peuvent être également plus intellectuels, donc les traits d'humour, on l'a beaucoup vu juste avant. Et puis, les stimuli peuvent être aussi émotionnels. Donc on peut rire de regarder, ou même d'entendre, rire quelqu'un. Faites l'expérience, hein, vous rigolez, en général les autres rigolent, même s'il n'y a pas rien de drôle. Voilà. Alors, le rire a évidemment aussi une fonction sociale. Donc en ce qui concerne plutôt ce que je connais le mieux, comment est-ce que la justice administrative se saisit-elle du rire ? Alors je vais vous donner quelques illustrations, puis monsieur le procureur, lui, parlera du rire, mais dans une justice qu'il connaît bien mieux que moi, que j'ai évoquée tout à l'heure, la justice pénale. Alors, je donnerai deux grandes familles d'illustrations. D'abord, le rire en juridiction, ce qu'on peut rire en justice, en fait. Et puis également, le rire au cœur d'un certain nombre d'affaires qui sont portées devant la justice administrative.
Alors, en ce qui concerne d'abord le rire en juridiction, bien entendu, on peut se moquer de la justice administrative. Et en fait, la justice administrative a été beaucoup moquée, notamment au XIXe et au début du XXe siècle. Et on a des pages très savoureuses, par exemple, de Flaubert, qui se moque des conseillers de préfecture, notamment un conseiller de préfecture qui est fat, imbu de lui-même, tout à fait suffisant, qui vient remplacer le préfet au comice agricole. Ça, c'est dans Madame Bovary, et il a vraiment un ton extrêmement moqueur. Or, les conseillers de préfecture, ce sont les prédécesseurs des actuels juges dans les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel. Donc, évidemment, ça les fait moins rire quand on leur rappelle ces pages de Madame Bovary. Alors, on se moque de la justice administrative, mais est-ce qu'au sein de la justice administrative, on rigole ? Bon, la justice, normalement, c'est assez sérieux, donc a priori, on ne doit pas vraiment rigoler. Et dans l'enceinte assez feutrée des juridictions administratives, je pense par exemple à l'enceinte du Conseil d'État, qui se trouve au Palais Royal. D'accord ? Au Palais Royal, vous avez le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le ministère de la Culture et la Comédie Française. Bon, voilà, c'est assez drôle. Mais c'est surtout que, en fait, c'est difficile de savoir si on rigole dans l'enceinte même d'un tribunal, d'une juridiction, le Conseil d'État étant la juridiction administrative suprême en France. C'est assez difficile, sauf si on a une trace d'un ethnographe. Et il se trouve qu'on en a une. Bruno Latour, le regretté, à qui, comme ça, je peux rendre hommage. Bruno Latour a dressé une ethnographie du Conseil d'État qui s'appelle La Fabrique du droit et qui est d'une lecture extrêmement instructive parce que lui, il est allé là où on n'a pas le droit d'aller quand on est citoyen ou citoyenne, c'est-à-dire en séance d'instruction, en délibéré, et là où finalement tout est secret. Et là, en fait, il y a du rire, parfois. Alors évidemment, c'est un rire qui est tout à fait particulier, et notamment, il y a des moqueries entre magistrats. Alors, il ne faut pas dire magistrat pour le Conseil d'État, il faut dire membre du Conseil d'État, mais bon, c'est pas grave, vous ne m'en voudrez sûrement pas. Alors, parce qu'il y a des générations différentes, parce qu'il y a des parcours différents, et notamment au Conseil d'État, il y a ceux qui sortent de l'ENA, parce qu'à l'époque, ça s'appelait l'ENA, et puis il y a ceux qui viennent du tour extérieur, donc des anciens préfets, etc. Et donc, et il peut y avoir comme ça des conflits de génération, et ils se moquent un peu les uns des autres. Et c'est surtout qu'il peut y avoir de l'humour. Et donc, à un moment donné, Bruno Latour écrit ceci. « Ça bascule dans l'humour et dans la question de la gestion du stock. » Alors, ça n'a pas l'air drôle comme ça. Mais le traitement se déroule donc entre deux personnes, donc un commissaire du gouvernement, qui marque bien l'ambiguïté de la situation en utilisant ironiquement le verbe « hésiter ». Donc, vous voyez où le rire va se loger dans une séance d'instruction. Quand on utilise ironiquement le verbe « hésiter ». Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de stock, mais ce qui veut dire s'il y a beaucoup de stock, c'est qu'il a beaucoup de travail. C'est ça qui, ironiquement, doit faire rire les uns et les autres. Bon, c'est difficile d'en savoir davantage, mais peut-être que M. le procureur pourra nous aider à comprendre comment est-ce qu'on rigole au sein même d'une juridiction. Alors, quant à savoir s'il est possible de rire avec les magistrats, quand on est soi-même en audience, c'est-à-dire quand on est justiciable ou dans le public. Ouh là là, le code est tout à fait clair là-dessus. Le code de justice administrative, parce que oui, ça existe, le code de justice administrative, vous ne savez peut-être pas, mais il existe aussi un code des juridictions financières, donc, dont la lecture est tout aussi drôle. Eh bien, rire en audience, c'est inconvenant, voire illégal. Je vous lis le code. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invité, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. Or, bien entendu, le rire peut causer du désordre. Donc, en somme, rire dans la justice administrative, ça ne semble pas très fréquent. D'accord ? Alors, on va se demander maintenant si les juridictions administratives s'occupent du rire. D'accord ? Donc, est-ce qu'il y a des affaires où le rire est objet de discorde ? Et effectivement, il y a un certain nombre d'affaires qui prêtent à rire, ou au contraire, des affaires où le rire est au milieu même de ce qui cause
le problème juridique, d'accord ? Donc la question pour laquelle on va voir le juge. Et paradoxalement, ces affaires, en fait, peuvent être les mêmes. Alors sur les affaires qui prêtent à rire, il y a un contentieux qui est un contentieux très, je veux dire, confidentiel, et à juste titre, qui est le contentieux des changements de nom. Depuis la première version du Code civil, il y a un article 61 qui permet de changer son nom et qui change pour des raisons qui tiennent à l'intérêt en fait, de la personne. Et donc, une personne qui a un intérêt légitime à changer de nom peut demander à en changer. Et l'autorité qui peut autoriser ce changement de nom, c'est le Premier ministre par décret. Et le décret peut être contesté devant ce fameux Conseil d'État. Eh bien, il se trouve qu'on n'a pas vraiment d'occasion de savoir ce qui se passe dans ces séances où finalement on se demande pourquoi un monsieur qui s'appelle Connard avec 2 N demande à s'appeler Connard avec un seul N. Voilà. Bon, je vous laisse y réfléchir. Oui. Voilà. C'est curieux, mais c'est comme ça. Peut-être que le double N est beaucoup plus perturbant. Alors, il y a un autre contentieux, c'est le contentieux de l'interdiction de diffuser des films en dessous de 16 ans ou en dessous de 18 ans. Et là, en fait, quand on a ce type de contentieux, les magistrats doivent regarder les films. Donc des films ultra-violents, des films pornographiques, pour savoir si effectivement on doit interdire leur diffusion au moins de 18 ans ou au moins de 16 ans. Et là, ce qui est assez amusant, c'est de voir la manière dont les magistrats réagissent. Donc par exemple, pour un film qui s'appelait Saut 3D, je crois, donc en plus c'était un film d'horreur avec des tas de meurtres très sanguinolents, qui était en plus en 3 dimensions. D'accord. Donc, voilà, donc on est en immersion complète dans le film d'horreur. Et bien, les magistrats de la Cour administrative d'appel relèvent un humour grand guignolesque. Et donc, comme ils estiment que c'est un humour grand guignolesque, ils estiment que l'interdiction au moins de 16 ans suffit. Le Conseil d'État, lui, trouve que c'est pas drôle du tout et que là, on doit l'interdire au moins de 18 ans. Vous voyez que... Et surtout, ce qu'il faut imaginer, c'est que les membres de la juridiction regardent tous en même temps, en projection privée, un film porno, voilà, ou un film d'horreur. Bon. Alors, je ne sais pas ce qui va l'emporter entre la gêne et le rire, mais je vous laisse y réfléchir. Alors, ça m'amène à un domaine où le rire est présent, on va dire, pas omniprésent, mais présent, qui est le domaine de la police des divertissements. Quand on parle de police, on ne parle pas que de police judiciaire, on parle aussi de police administrative. La police administrative, c'est celle qui permet de prévenir les atteintes à l'ordre public. Et cette police-là, elle relève des autorités administratives. Et donc, quand il y a un litige, quand il y a un problème, c'est le juge administratif qu'on va voir. Eh bien, ici, il y a une affaire, comme je suis professeur de droit public, il y a une affaire qui fait toujours rire les amphis. Alors, c'est comme le sketch que vous avez vu tout à l'heure. Parfois, on se demande même pourquoi les gens rient, puisque l'affaire, c'est celle du lancer de nains. En fait, c'est tellement connu parmi les étudiants qu'ils attendent ce moment où ils vont pouvoir rire de cette attraction qui est le lancer de nains. Or, le Conseil d'État est très clair en 1995. Il considère que, puisque c'est une vieille affaire, l'attraction du lancer de nains, qui consiste à faire lancer un nain par des spectateurs, conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle. Par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine. L'autorité investie du pouvoir de police peut donc l'interdire, alors même que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité de la personne et que la personne est consentante et qu'en plus elle le fait contre rémunération. C'est-à-dire qu'en fait c'est son gagne-pain d'être lancé par le public. Donc là, le rire, on va le trouver à plusieurs moments. D'abord, si l'attraction existe, c'est qu'elle fait rire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le Conseil d'État, lui, vous explique que cette attraction, elle est en fait contraire au principe de la dignité de la personne humaine, donc on ne devrait pas en rire, au contraire. Et c'est la raison pour laquelle on peut l'interdire. Et c'est là qu'on va retrouver Dieudonné. Dieudonné, il y a des affaires très célèbres qui ont été jugées par le juge administratif. Je ne vous parle pas de lorsqu'il a été condamné
pour incitation à la haine raciale. Je vous parle de spectacles qui, en 2014, ont été interdits, précisément parce que son spectacle pouvait, en fait, constituer des infractions, et notamment l'infraction d'incitation à la haine raciale. Et donc, le préfet, vous avez un préfet et 2 maires qui ont interdit son spectacle, et bien entendu, Dieudonné et sa société de production ont porté l'affaire en justice, et donc c'est arrivé jusqu'au Conseil d'État. Et donc on a eu 3 ordonnances de référé du Conseil d'État en janvier 2014. Et le Conseil d'État a estimé que, bien entendu, il a estimé qu'on pouvait légalement interdire le spectacle de Dieudonné. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ici on a une mise en balance entre 2 grands principes. L'ordre, que j'ai cité, donc l'ordre public, et puis la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce qui doit l'emporter ? La liberté d'expression. On peut rire d'un certain nombre de choses, comme de ce qui même peut tomber sous l'infraction d'incitation à la haine raciale. Et l'ordre public, est-ce que le fait de rire de ce type de choses ne peut pas causer des troubles à l'ordre public ? Et dans cette mise en balance, en janvier 2014, le Conseil d'État a estimé que l'ordre l'emportait sur la liberté. Et notamment, il a précisé que le spectacle en question méconnaissait des principes auxquels précisément il incombe aux autorités de l'État de veiller. Et donc justement, empêcher qu'une telle infraction d'incitation à la haine raciale puisse être perpétuée dans un spectacle comique, ou en tout cas présenté comme tel. Donc, en janvier 2014, on interdit les spectacles de Dieudonné. Et puis en février 2015, un maire interdit à nouveau le spectacle de Dieudonné, se disant, le Conseil d'État a déjà jugé ça plusieurs fois, il n'y a pas de souci, je peux interdire le spectacle de Dieudonné. Dieudonné retourne en justice, le Conseil d'État est saisi, et là, dans la mise en balance entre la liberté d'expression et l'ordre, le Conseil d'État estime que c'est la liberté d'expression qui doit l'emporter. Donc le rire, tel que le pratique Dieudonné. Alors qu'est-ce qui a changé entre janvier 2014 et février 2015 ? Plusieurs circonstances. La première circonstance, c'est que en 1 an de spectacle, en fait, il n'y a pas eu de plainte déposée pour incitation à la haine raciale, et aucun des spectacles qui a eu lieu n'a troublé l'ordre public, en effet. Donc il y a des circonstances purement factuelles. Et puis il y a une autre circonstance qui est mise en avant par le Conseil d'État, c'est que la liberté d'expression, elle a été atteinte en son cœur par les attentats de Charlie Hebdo. Et qu'il y avait depuis 1 mois dans la rue des gens qui disaient « je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie ». Et donc dans cette ambiance, le Conseil d'État il se dit dans cette mise en balance entre la liberté d'expression et l'ordre public, cette fois-ci, c'est la liberté qui doit l'emporter. Je vous laisse réfléchir néanmoins à cette évolution. Pardon. Pour finir avec mes exemples, j'aimerais citer l'exemple de l'humour qui peut être brandi comme prétexte dans un contentieux, qui est le contentieux disciplinaire. On a un contentieux disciplinaire parce que les fonctionnaires, ça peut aller du maire au prof de philo, en passant par le directeur d'hôpital, peuvent donc être susceptibles de commettre des fautes disciplinaires. Parmi ces fautes disciplinaires, il y a un certain nombre de fautes qui sont en fait constituées par des traits d'humour, d'après les principaux intéressés. Alors, il y a donc l'affaire de ce prof de philo qui considère que ces écarts de langage sont de la plaisanterie et que le juge administratif a considéré que lui, c'était une faute disciplinaire. Mais j'aimerais juste vous donner lecture d'une décision d'une cour administrative d'appel, qui est la cour administrative d'appel de Lyon, en janvier dernier, à propos d'un directeur d'hôpital. Et donc, qu'est-ce qui constitue une faute ? Ces paroles, comme ces gestes, proférés au détriment des collègues, sans leur consentement, et qui ne sauraient dès lors être justifiés ni par un prétendu humour propre à ce monsieur, ni par sa tendance à être tactile, ça, voilà, présente un caractère fautif. Et c'est pour cette raison qu'il a été sanctionné disciplinairement. Et donc, vous voyez que là, cet humour, que certains brandissent comme un prétexte, non mais c'était pas du tout raciste, c'était pas sexiste, c'était de l'humour, ça ne marche pas nécessairement et ça peut constituer pour le juge administratif une faute disciplinaire, donc qui est sanctionnée
ensuite. Donc finalement, en justice comme ailleurs, et pour citer le grand Pierre Desproges et son tribunal des flagrants délires, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je passe la parole au... Merci beaucoup. Je voulais remercier Jacques Serrano de m'avoir de nouveau invité, comme il l'avait fait il y a 3 ans, pour intervenir dans cette semaine. Il y a 3 ans, j'avais parlé d'un sujet qui pouvait choquer aussi. Le titre, c'était « L'assassin est-il si différent de nous ?» Et je crois que la question, malheureusement, revient très souvent dans l'actualité. L'assassin ou le meurtrier, ce n'est pas forcément l'autre, ça peut être soi-même, mais c'est un autre débat. Et donc, quelques réflexions sur Rire et justice, peut-être en complément de ce qu'a dit Madame Costa. J'ai malheureusement, moi, plus pleuré que ri à Marseille, puisque comme tous mes prédécesseurs et malheureusement mes successeurs, j'ai été très souvent sur des scènes de crime, notamment des règlements de compte qui endeuillent régulièrement la ville, et j'ai vu plus les ravages, enfin la mort, que des gens prêts à rire ou à sourire, et ça, c'est fait partie malheureusement du métier de juge judiciaire, d'être confronté, de procureur en particulier, d'être confronté très directement à la mort accidentelle, mort criminelle, suicide. C'est un peu le quotidien d'un procureur. Alors, quelques réflexions là-dessus. J'aimerais partir de 2 citations que je trouve très bien. L'une de Georges Wolinski, qui, vous le savez, est mort dans l'attentat de Charlie Hebdo, qui a dit une chose et qui a beaucoup dessiné. Et d'ailleurs, je pense qu'un certain nombre de ses dessins, comme d'autres, seraient difficilement publiables aujourd'hui. Il a dit que l'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre. Et je pense que c'est une jolie phrase parce qu'effectivement, le rire, ça permet de rapprocher les personnes. Et puis une autre citation d'un grand philosophe, Henri Bergson, vous le savez, qui a écrit sur le rire. Je vous invite d'ailleurs à lire cet ouvrage qui est formidable. C'est une phrase que j'ai souvent utilisée dans mes discours officiels, vous savez, qu'on tient dans les palais de justice lors des audiences de rentrée. Le remède spécifique de la vanité est le rire. Je crois que ça fait du bien de rire parce que ça ramène à une forme d'humilité dont on a souvent besoin, et en France peut-être plus que d'autres, je crois. Alors le rire comme élément majeur de lien social, ça évidemment, on est tous d'accord, ça a été dit par nos brillants prédécesseurs, facteur de rapprochement, de compréhension entre les êtres humains dont on dit assez qu'ils ont le propre de rire, puisque le rire, l'animal, a priori, même la hyène ne rit pas véritablement, c'est l'être humain qui a ce privilège. Alors le rire, c'est évidemment un garde-fou, un retour à la condition première, je le disais, à l'humilité et même à une forme d'animalité, ça a été dit aussi, corporelle, gestuelle. Et effectivement, j'ai revu il n'y a pas très longtemps le film Le nom de la rose, qui s'inspire du roman d'Umberto Eco, qui est très bien, où le moine en chef, entre guillemets, reproche justement à l'être humain de rire, qui en fait le fait grimacer et le fait ressembler à un singe. Donc l'animalité n'est pas compatible avec l'humanité, alors que me semble que le rire est justement nécessaire à l'être humain, mais c'est la religion chrétienne avec le tabou du laisser-aller corporel qui est le rire. J'ai une question, devons-nous nous méfier du rire ? C'est la question fondamentale. Le rire, on s'en méfie, on en a tous besoin, et tout le monde rit. Je plains les personnes qui ne rient pas. Ça fait toujours, ça interroge sur la personne en question. Devons-nous nous méfier du rire ? Alors je voulais traiter très rapidement 3 aspects du sujet rire et justice. En poursuivant ce qu'a dit Delphine, c'est le rire exprimé publiquement qui va être l'objet d'une décision de justice, qui va être critiqué, qui va être dénoncé, qui va être poursuivi. Un autre aspect, le rire qui peut être le fait du juge, qui s'autorise à se laisser aller à un bon mot, ce qui pose des questions. Et enfin, le rire qui est nécessaire, je pense, comme relâchement dans l'attention et dans la tension de l'audience, qui peut être un moment extrêmement tendu, d'une grande émotion. Et le rire est là pour apporter là aussi une forme de détachement. Donc le rire jugé, le rire moqueur, et le rire libérateur, qui me semble
utile à tout être humain et notamment aux juges dans ces moments très particuliers que sont les audiences publiques, qui sont aussi d'ailleurs une forme de théâtre judiciaire, il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie de l'acte de juger, qui est un acte public auquel on peut assister et qui peut s'apparenter d'une certaine manière à une pièce de théâtre de plus ou moins longue durée. Quelques mots sur le rire jugé, évidemment. Alors les affaires, elles sont très nombreuses, et il y en aura toujours sur l'intervention de la justice sur des productions littéraires dans le temps et autres qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires. On peut citer beaucoup d'auteurs, et j'ai retrouvé une citation de Beaumarchais qui, dans Le Barbier de Séville, fait dire à Figaro « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ». C'est une jolie phrase aussi. Et de tout temps, les censeurs, les inquisiteurs ont été très nombreux à dénoncer et à agir à justice, ce qui est le cas évidemment aujourd'hui. Et je me dis toujours, que seraient Reiser, Gottlieb, des grands dessinateurs très sarcastiques aujourd'hui? Leurs albums publiés il y a 20, 30 ou 30 ans, je crois qu'ils étaient très, très directs, très violents, et je crois que la plupart, ces dessinateurs auraient du mal à publier leurs dessins aujourd'hui, et pourtant ils font rire parce qu'ils se moquent de tout. Évidemment, sur le plan pénal, vous l'avez dit, on a tout un florilège de qualifications d'infractions pénales. Vous savez qu'en France, on produit beaucoup de normes pénales. Le code pénal, il s'enrichit d'année en année, 10 000, 15 000 infractions. Il y en a en permanence, et tout le monde y va de son projet pour pénaliser, condamner, poursuivre quelqu'un. Alors, le texte réprime la diffamation, l'injure publique, l'outrage public, les provocations à la haine, etc., etc. Et la loi française est très compréhensive. C'est pour ça qu'elle permet de poursuivre, à la demande d'un plaignant, à peu près toutes les productions de l'être humain. Alors évidemment, les discours, les écrits, les imprimés, les dessins, les gravures, c'est ce que dit la loi, les peintures, les emblèmes, les images ou tout support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendu ou distribué, mis en vente ou exposé dans des lieux ou réunions publiques, soit ou par des affiches ou par tout moyen aujourd'hui de communication publique par voie électronique. C'est-à-dire en gros, toute production, dès qu'elle est publique, et quel que soit son support, peut être pénalisée au titre de la diffamation, qui est en fait l'imputation d'un fait qui est jugé diffamatoire par la personne qui est visée, ou par un groupe de personnes. Et notamment, dit la loi, lorsque ce groupe de personnes s'estime diffamé en raison de leur appartenance ou de la non-appartenance, dit la loi, à une ethnie, une nation, une race ou une religion, à raison du sexe, de l'orientation sexuelle, identité de genre ou handicap. Donc très vite, on voit que c'est ouvert un champ considérable d'action judiciaire à tous ceux qui ont envie de critiquer un écrit, un discours, un mot qu'ils estiment attentatoire, diffamatoire pour le groupe en question. 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, c'est ce que dit la loi française. Elle se rajoute à cela la pénalisation de l'injure. Si vous injuriez de façon publique, même l'injure privée d'ailleurs est aussi punissable, mais l'injure publique, c'est l'expression outrageante, l'invective gratuite qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis. C'est ça la diffamation. L'injure, c'est se considérer comme gratuit, comme attentatoire à sa personnalité. Et évidemment, Dieudonné, mais également Ciné, qu'on a oublié, le dessinateur, Guy Bedos, Guy Carlier et beaucoup d'autres se sont retrouvés devant un tribunal parce que, dans un sketch, ils ont injurié, entre guillemets, enfin c'est cette manière que présente le plaignant, un groupe, une personne ou un groupe de personnes. Ça a toujours existé. Louis-Philippe, on l'avait présenté sous forme de poire. Vous vous souvenez, c'était la poire qu'un caricaturiste avait, et ça avait valu, à l'époque, 19e siècle, des poursuites pénales, notamment sous l'appellation d'outrage au chef de l'État, qui a disparu aujourd'hui, fort heureusement, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays étrangers, où s'en prendre à un dictateur en place aujourd'hui, ça peut vous amener en prison, voire même à une exécution. À toutes ces infractions se rajoute la provocation à la haine, à la discrimination, les apologies de crimes, apologies de terrorisme, qui évidemment
Et là, les peines peuvent monter jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, peuvent aller très loin et faire l'objet d'actions judiciaires si on estime que tel écrit, tel dessin, tel propos est provocateur. Toujours pareil, en raison de l'appartenance vraie ou fausse à une ethnie, une race, une religion, etc., etc. Donc un champ considérable qui s'est élargi ces dernières années. C'est le législateur qui a souhaité, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, élargir le champ pénal comme on le voit dans beaucoup d'autres domaines. Alors évidemment, le droit à l'humour, vous l'avez dit, c'est le corollaire de la liberté d'expression, et c'est heureux. C'est aussi la liberté de communiquer des idées, drôles ou non, c'est la liberté de faire rire, c'est le droit de critiquer, d'attaquer, de choquer, et qui est évidemment inséparable de la liberté d'expression artistique. J'ai visité la maison il y a quelques semaines, la maison de Salvatore Dali, vous savez, près de Figueres, où c'était de la provocation, hein, et même certains ont pu être blessés par ces images, des accumulations d'objets bizarroïdes, mais c'est aussi une forme de liberté d'expression qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier, et c'était le cas de tous les créateurs qui ont pu choquer par des choses d'ordre scatologique, pornographique et autres. Jusqu'où va cette liberté d'expression artistique? Et on a dit que le droit à l'excès devait être reconnu dans une démocratie, et notamment dans le domaine de l'humour, puisque par définition, l'humour, c'est aussi un excès, c'est un dépassement, c'est ce qu'a dit M. Mongin. On accepte la caricature, le pamphlet, le pastiche, et on sait que les humoristes ont besoin pour exister de l'exagération. On le voit avec des caricaturistes qui vous font votre portrait en accentuant votre nez, votre forme de visage, et c'est une forme d'outrance, et l'outrance est nécessaire au créateur et à l'humoriste. Si on ne l'accepte pas, si on n'accepte pas fondamentalement l'humour, évidemment l'humour, quand il vous vise vous avez plus de mal à l'accepter que quand il vise autrui. Je constate d'ailleurs qu'un certain nombre d'humoristes aujourd'hui se moquent volontiers des autres, mais ont un peu moins de facilité à accepter d'être moqués, même chez certains humoristes qui ne sont pas si marrants lorsqu'ils sont eux-mêmes concernés, comme quoi, effectivement, les humoristes ne sont pas toujours des gens drôles. Je crois que c'était le cas de Louis de Funès, qui n'était pas un grand marrant, et pourtant il a fait rire, et il fait rire encore beaucoup, beaucoup de monde. Donc, déformer le trait, forcer la réalité, c'est une nécessité de l'humour. Et donc le juge administratif, le juge judiciaire est obligé de prendre ça en considération, et la justice reconnaît globalement un droit à l'irrespect et à l'insolence, ce qui est le propre de l'humour. Mais jusqu'où va l'insolence? Jusqu'où va l'irrespect? C'est tout le débat qui est une question de degré et de sensibilité qui peut fluctuer en fonction du temps. Ce qu'on n'accepte plus aujourd'hui, on l'acceptait dans les années 70. Je pense au film avec les acteurs italiens et français, La Grande Bouffe. Aujourd'hui, je le vois mal, ce film, hein, où les femmes sont des êtres utilisés, on se moque de la nourriture. Il me semble qu'aujourd'hui, un tel film aurait du mal à exister, comme d'autres films qui ont été diffusés dans les années 70, ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages qu'on aurait du mal à accepter aujourd'hui. Et la justice a tendance à considérer qu'il ne faut pas punir, sanctionner ces productions qui peuvent être grossières, qui peuvent être vulgaires, qui peuvent être considérées comme injurieuses. Et la frontière entre ce qui devient l'injure publique, punissable, et ce qui est du domaine de la liberté d'expression est très ténue. C'est une question d'appréciation subjective, et certains juges peuvent avoir une vision différente de leurs prédécesseurs. C'est plutôt une bonne chose, ce qui montre que la justice est humaine, évidemment. Et là où un journaliste ordinaire aurait été condamné, un pamphlétaire, un caricaturiste, lui ne le sera pas. C'est ce que fait justement la justice, en considérant que la liberté de création humoristique suppose le choix du genre, du support, hein, que ce soit la bande dessinée, la caricature, l'article, le clip, le sketch, le mime, la gestuelle. Se pose des problèmes. Pensez à la quenelle de Dieudonné, jusqu'où c'est acceptable comme un signe de provocation ou pas. Et donc, globalement, les tribunaux, il y a des exceptions, ont tendance à déclarer illégales les interdictions qui visent à interdire l'humoriste. Vous l'avez dit, systématiquement. Alors, je n'aborde pas le sujet extrêmement sensible du blasphème,
qui, dans certains pays, est un crime, qui a été d'ailleurs une infraction grave en France, le blasphème, l'atteinte à la religion. Et là encore, il y a une distinction qui est faite entre la critique de la religion qui est admissible, de type caricature, qui n'est pas illicite dans un État laïque, je dis bien laïque, à distinguer de la critique des fidèles, qui, elle, peut être considérée comme une injure ou une provocation qui, elle, est punissable. On peut critiquer la religion, mais pas les fidèles. Ça devient beaucoup plus spécieux et dangereux que de s'en prendre aux adeptes de telle ou telle religion. C'est-à-dire qu'on peut outrager le divin, mais pas insulter les croyants. C'est un petit peu en résumé notre législation et nos jurisprudences, encore une fois avec des exceptions. Un mot sur le rire moqueur, où les acteurs du procès judiciaire sont tenus par un serment notamment de loyauté, de dignité et même d'attention à autrui. Vous savez, les avocats ont une liberté de parole. Le procureur, lui, a aussi une liberté de parole, mais il est soumis à un devoir de réserve, il ne peut pas tout dire. Et évidemment, le président d'audience, lui, a un devoir d'impartialité, et il doit éviter l'humour blessant, moqueur, humiliant. Il faut donc se méfier de l'humour caustique, de la blague qui sera mal comprise par le justiciable. Et ça arrive que par forme de lassitude professionnelle ou pour faire un bon mot, le président se laisse aller à des termes qui pourraient être pour lui humoristiques, mais qui seront très mal reçus par le justiciable. D'ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'instance disciplinaire de la justice judiciaire, explique qu'il faut faire attention au respect du justiciable dans le choix des mots et du ton utilisé à l'audience. Dans ces réquisitions, le procureur doit aussi être sévère avec le justiciable, mais doit respecter la personne du justiciable, même si c'est le pire des malfaiteurs ou quelqu'un qui est très critiquable. Et le Conseil supérieur de la magistrature dit bien que la liberté de parole n'autorise ni les insultes, ni la vulgarité, et que les magistrats, dit-il, doivent s'abstenir de tout comportement ou propos portant atteinte à la dignité de la partie civile, la victime, du prévenu ou de l'accusé, ainsi que des témoins, ainsi que toute expression à caractère discriminatoire, discriminant. J'ai connu un collègue qui s'était moqué d'un manouche qui comparaissait à l'audience pour vol en disant qu'en gros, même s'il avait la queue du rat qui lui sortait de la bouche, il dirait qu'il est innocent. C'est des propos qui ont valu des poursuites disciplinaires à l'intéressé. Et il faut se garder, et ça peut arriver dans un moment de fatigue ou parce qu'on croit être le plus malin, de se laisser aller une parole malheureuse. Et donc, le magistrat doit être attentif à ses propos, à ses commentaires, à ses gestes. Ça peut être la gestuelle qui peut être considérée comme blessante, humiliante, condescendante, agressive, méprisante. J'en termine avec le rire libérateur. Parce que le sujet que je viens d'évoquer, ça renvoie à la déontologie, tout simplement de la personne, à sa modération et à son sens de l'humanité. Il y a aussi le rire nécessaire à l'audience. Et là, il y a vous trouvez beaucoup sur Internet des formules et des choses assez amusantes. Alors, on a sorti, par exemple, une phrase d'un avocat de partie civile qui disait que, publiquement, j'ai envie de dire aux prévenus, lisez Jean-Paul Sartre pour apprendre l'idée que l'on peut agir sur son destin. Sinon quoi, dit cet avocat, les enfants violés deviendraient des violeurs, les enfants tués deviendraient des tueurs. C'est ce que sort l'avocat à l'audience. Formidable mot. J'espère qu'il l'a fait exprès, d'ailleurs, en disant cette deuxième partie de la phrase. Un avocat de la défense qui dit que concernant la détention d'armes de guerre, ma cliente a compris, elle a pris du plomb dans la tête. Alors, je pense qu'il l'a fait à dessein, peut-être que la cliente n'a pas trop apprécié. C'est un bon mot qui, à un moment, décontracte. Le président qui dit, ce sont des formules réelles que j'évoque, vous avez refusé, dit-il à l'accusé, de répondre à l'enquêteur de personnalité en disant que ces questions étaient connes. Connes. Vous répondez aux miennes, dois-je me sentir flatté? Formidable expression du président qui rétorque à l'accusé que, voilà, c'est plutôt un sens de la répartie assez formidable. Une présidente d'audience qui dit à l'accusé, vous incriminez le destin, mais ça fait 5 fois que le destin vous croise en possession de cocaïne. Jolie phrase aussi, formidable. Ça, on retrouve ça dans les bêtisiers ou dans les recensements de phrases comiques.
là aussi, il y a des phrases, formules, alors là, qui font rire tout le monde, quand ça émane du prévenu ou de la victime. Je connaissais ses problèmes psychiatriques, dit la victime à l'auteur, mais je ne pensais pas qu'il allait incendier ma maison. Je ne veux pas le mettre en porte-à-feu. Formidable. Ou un prévenu qui dit on n'était pas très amicalement amis. Autant de formules formidables qui, je pense, sont utiles. Alors ça peut surprendre, même choquer, mais on le sait, et je l'ai vécu, dans les procès les plus tragiques, les plus dramatiques, le rire fuse. Et il est très vite contagieux. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a une chape de plomb qui pèse sur l'audience quand on aborde des choses terribles, des détails sordides, c'est un silence. Et puis, brutalement, dans la minute qui suit ou dans le quart d'heure qui suit, une formule, tout le monde éclate de rire, comme si on avait besoin de se libérer d'un poids énorme d'émotions, de tragédie, de tragique. C'est une forme de respiration, je crois, même dans une audience. Je vous dis qu'il peut choquer quelqu'un qui viendrait, et tout le monde rit, la salle, tout le monde, les avocats. C'est des moments de lâcher prise qui me semblent nécessaires. Donc on doit et on peut rire dans une enceinte judiciaire. Certains ont dit que c'était un phénomène de défense, qu'il fallait, face à des faits insupportables, pouvoir un moment ricaner, se mettre à distance. Ça peut être aussi un rappel à l'ordre social, c'est ce que d'ailleurs Bergson a dit. Il faut qu'il y ait des endroits où on puisse rire, et notamment les endroits où on juge les autres. Ça peut être une stratégie de défense, hein, un avocat un peu malin ou l'accusé qui veut faire rire pour détourner un peu l'attention, et notamment pour ne pas répondre à des questions embarrassantes. Peut-être une stratégie, hein, on évite d'évitement, ou pour obtenir la sympathie des jurés. Tout ça, c'est une forme d'expression nécessaire qui renvoie aussi, pour certains, à une forme de supériorité sociale. On pense qu'en riant, on maîtrise les choses. Ça peut être dangereux, ça, parce que les jurés, eux, sont issus du peuple, comme vous le savez, et le rire un peu trop subtil au deuxième degré peut être mal compris et mal apprécié par ceux qui vont juger l'auteur. Donc c'est une forme de protection, de détachement nécessaire. Je voulais terminer sur un dernier trait d'humour, dire qu'est-ce que la justice, si ce n'est l'instance où règne le droit, évidemment, c'est un lieu où le droit qui évolue dans le temps. En fait, n'oublions pas que le droit est tordu. Le droit, ce n'est pas rectiligne, il est tordu parce que dans le droit judiciaire en particulier, on fait du retors, du compliqué, de l'alambiqué, de l'incertain. On va juger des faits complexes qui sont improbables, on va juger des gens très particuliers qui sont tordus parce qu'ils sont dans le vice, dans la violence, dans le débordement. Et pourtant, le rire est là pour désacraliser, rendre humain et tourner en dérision, ce qui me semble indispensable dans l'univers complexe et incertain qui est le monde judiciaire. Je voulais terminer par encore une phrase de Bergson qui dit que le comique exige quelque chose comme une anesthésie momentanée du cœur. Il s'adresse à l'intelligence pure. Soyons donc heureux de savoir que le rire nous rend intelligents. Merci à vous. On a le temps d'interagir avec vous, donc n'hésitez pas. Oui. Alors, je ne sais pas si vous pouvez avoir un micro. Oui, bonsoir. J'aimerais avoir votre opinion en tant que procureur. Je suis là. Sur Harakiri, qui avait à l'époque titré « Balle tragique à Colombey, un mort ». Bon, personnellement, moi, ça m'a fait beaucoup rire à l'époque. On sait que Harakiri a été condamné et interdit de publication, et qu'à la suite de cela est né Charlie Hebdo. Merci. C'était pas piqué des vers, Harakiri. Hein. Là encore, si ce qui était publié à l'époque était publié aujourd'hui, je vois les réactions d'associations contre l'homophobie, féministes et autres. Alors que leur base, c'était la scatologie,
l'humour violent. Et tout ça montre bien que la justice aussi, l'ordre public, l'ordre social évolue avec le temps. Ce qu'elle tolérait à une époque, elle ne le tolérera plus aujourd'hui. Et peut-être que dans 50 ans, ce sera l'inverse. On a assez dit que la pédophilie était même prônée dans les années 70, comme en fait la libération sexuelle de l'enfant, c'était le droit à la liberté. Aujourd'hui, le pédophile, c'est l'ennemi intérieur. Le chauffard qui tuait en état d'ivresse dans les années 70, 1972, 18 000 morts sur les routes, il y a 50 ans. 18 000 morts. Le chauffard, en état alcoolique, qui tuait 2 personnes, c'était 2 mois de prison avec sursis. Et tout le monde trouvait normal. C'est anormal. Aujourd'hui, c'est plusieurs années de prison. Donc, on pense toujours qu'on va vers plus d'assouplissement, de tolérance. C'est globalement vrai, mais il y a aussi des retours et des moments de rigueur qu'on ne connaissait pas dans le passé. Et donc, forcément, si on fait un peu d'anachronisme, on va dire nos prédécesseurs, ils avaient tort, ils exagéraient. Comme au XIXe siècle, on a poursuivi Baudelaire pour offense à la morale publique, etc. Zola, il a été très critiqué pour ses portraits très réalistes. Quand on lit des récits du crime de Zola, c'est très costaud. Sa description de la morgue de Paris dans Thérèse Raquin, c'est balèze. C'est d'ailleurs magnifiquement écrit. Aujourd'hui, ça ferait un peu réfléchir. Donc, et moi, je me garde bien de porter un jugement en disant c'était pas bien avant, c'était mieux avant. On n'est que le reflet de notre société, d'une époque qui, encore une fois, accepte ou pas. Mais quand je vois ce qui se passe dans les médias aujourd'hui, pas seulement les chaînes d'infos continues, mais les réseaux sociaux, etc., ça fait frémir. Et amusez-vous à faire quelque chose d'un peu provocateur, vous risquez une bombe devant chez vous ou une attaque d'un individu mal dans sa peau, dans sa tête, qui va venir vous attendre avec un couteau. Et il se peut qu'à l'époque, aujourd'hui, si ces mêmes humoristes faisaient leur papier, ils auraient beaucoup de problèmes, et d'ailleurs beaucoup s'autocensurent à cause de ça. Ils se garderaient bien de provoquer la religion et d'autres domaines. Alors en même temps, si je puis me permettre, j'ajouterais que de fait, Charlie Hebdo est né de l'interdiction d'Harakiri. On voit bien que le rire, c'est une forme de résistance, et donc si on veut l'étouffer, il va évidemment ressusciter ailleurs et autrement, et de manière générale. Dans les dessins de presse, c'est très visible. J'avais vu une exposition comme ça un jour sur les dessins de presse sous l'occupation, où en fait, des dessins qui étaient des moqueries, etc., de l'occupant, mais pour pouvoir voir le dessin, il fallait plier le journal d'une certaine manière. Donc le dessin n'apparaissait que si on le pliait, voilà. Et donc, oui, il y a toujours un moment, le rire et résistance, en fait. Et donc, oui, les choses évoluent, mais il y a une chose qui résiste, c'est que le besoin de rire est souvent quand même plus important que tout le reste. D'où Mariupol, voilà, c'est effectivement très libérateur. Et alors, moi personnellement, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Je cours en amphi avec parfois des auditoires plus importants encore que ce soir. Il m'est arrivé d'avoir un fou rire. Un fou rire en amphi, vous avez 600 personnes qui rigolent. Et vous ne savez pas pourquoi vous avez un fou rire, parce qu'un fou rire, ça vient de n'importe où. Et tout d'un coup, vous avez 600 personnes qui rigolent. Mais je vous assure que ce moment de communion, en 30 ans de métier, c'est extraordinaire. Voilà. C'est hyper libérateur, quoi. Pour eux, pour elles, pour moi. Voilà. Une parenthèse. D'autres, oui. Bonsoir. Y a-t-il une recrudescence des plaintes pour diffamation et qu'on pourrait... Enfin, j'attends votre réponse parce que je ne peux pas vous dire. La diffamation, ce n'est pas une infraction qu'un procureur poursuit d'initiative. Il faut une plainte, il faut une action de justice. Ce n'est pas comme les violences conjugales que le procureur peut poursuivre même s'il n'y a pas de plainte. Diffamation, ça suppose une action, comme d'ailleurs la plupart des infractions à la presse. Il faut une action judiciaire impulsée par un plaignant. Oui, ma question était mal posée. Effectivement, est-ce qu'il y a des plaintes? Oui, il y en a, mais le procureur ne les traite pas spontanément. C'est en gros au plaignant d'agir en justice. C'est souvent, d'ailleurs, le plaignant cite directement devant un tribunal quelqu'un qui estime l'avoir diffamé. Ça se fait pendant les campagnes électorales, etc.
Et donc le procureur n'a pas vraiment la maîtrise des plaintes pour diffamation, elles sont dans les mains de la personne privée qui s'estime diffamée, privée publique qui s'estime diffamée. Donc, et ça, les enquêteurs n'aiment pas trop ce genre de dossier parce qu'on est finalement sur un litige un peu privé. Je ne parle pas de la diffamation raciale qui, elle, là, suppose une action du procureur, c'est la diffamation où je vous reproche un fait que vous estimez diffamatoire. Et ça, c'est pas forcément le travail de la justice d'arbitrer un conflit entre personnes. Puis on est sur un droit d'expression qui est un peu délicat. Par contre, si vous insultez, vous traitez de sale juif, sale PD, etc., là, les choses seront différentes. Parce que là, vous utilisez une expression qui est insultante pour une communauté, un type de personne en raison de leur appartenance à. Donc, heureusement. Sinon, il y aurait des milliers d'affaires où toute personne, le voisin qui dit l'autre, il dit sur Twitter, il dit que je suis ci, je suis ça, ou sur Facebook, il me traite de ci, de ça. On n'en finirait plus. Il y a déjà largement de quoi faire avec la délinquance ordinaire. Si en plus on devient l'arbitre des différentes personnes, c'est ingérable. Et excusez-moi, je continue. Y a-t-il comment ils sont traités la diffamation pour orientation sexuelle, pour sexisme? C'est un degré différent de la diffamation raciale? La peine est aggravée pour ce type d'infraction, et là le procureur peut agir, mais il le fera en général sur une plainte, sur un signalement qui lui revient, et après ce sera au tribunal éventuellement de décider si les propos, les gestes, les actes sont diffamatoires ou pas. Et là, on peut toucher à des caricaturistes, à des humoristes qui vont se moquer comme ils l'ont tous fait, des homos, des femmes, des gros, des noirs, des juifs, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est un domaine très sensible, très très sensible, qui pose question parce que ça peut donner lieu à un procès à ne plus finir, des longs débats. Et alors, quand la religion est dessus, je crois que c'était le cas de Richard Malka, l'avocat a plaidé ces jours-ci, on appelle dans un procès sur. Alors là, c'est extrêmement compliqué et on redoute ce genre de procès parce qu'en temps d'audience, c'est très large et finalement, la décision de justice est symbolique. Ce ne sera pas une peine extrêmement lourde parce qu'on touche aussi à la liberté d'expression. Ce qu'on disait tout à l'heure, et à un moment, il faut y toucher avec prudence à la liberté d'expression, me semble-t-il. Non. Non, au contraire, je vous l'ai dit, la justice, elle regarde si on est allé trop loin, si à un moment, ce n'est pas une critique d'un comportement, c'est des critiques de personnes. On peut critiquer l'islam, le christianisme, etc., mais si vous critiquez les adeptes, là, vous devenez punissable. C'est ce que dit la loi. Et après, c'est une question d'appréciation du juge. Est-ce que l'auteur est allé trop loin dans les termes utilisés? Est-ce que c'est insultant? Encore une fois, on tombe après très vite sur est-ce qu'on doit punir le caricaturiste? Est-ce qu'on doit interdire l'humour quand il va assez loin? Sujet extrêmement délicat, et vous aurez très vite maintenant, amusez-vous à faire de l'humour sur les animaux, vous aurez les animalistes sur le dos. Donner un coup de pied dans un chat, donc le dessiner, certains diront vous provoquez, oui. Et j'ajouterais que la justice n'est que le reflet de notre société. Donc c'est vraiment là, pour le coup, et donc les évolutions que l'on vit dans la société, eh bien, la justice va s'en faire l'écho, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment... les juges, les magistrats, les magistrates sont des êtres humains comme les autres. Donc il y avait une question là. Oui, vous avez évoqué Bergson, donc le rire c'est le propre de l'homme. Vous avez évoqué le rire critique, modérateur, libérateur. Mais je vais décaler un petit peu ma question, enfin mon interrogation, c'est par rapport plus largement à l'humour et au second degré. En fait, la notion de second degré, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai adressé un mail que j'ai intitulé « Quadrature du cercle », et mes propos ont été interprétés au premier degré, alors que c'était une caricature. Parce que la formule n'était pas connue de la personne, que c'est pas ce que c'était qu'une quadrature du cercle. Donc, je m'interroge sur la place de l'humour, du second degré, dans notre relation aux autres. Moi, il me paraît fondamental. Vous avez parlé du rire. Respiration, c'est un mouvement où il y a
il y a l'air, mais il y a le rire silencieux intérieur, l'humour, etc., et la distanciation. Et voilà, je réfléchis à ça et j'aimerais avoir votre point de vue sur la question. Il faut être prudent parce que le rire qui émane d'un intellectuel, il sera peut-être mal reçu par celui qui s'estime, qui n'a pas compris le terme, qui n'a pas compris la signification, le second degré. Méfions-nous de ça. Hein. Beaucoup. Le premier degré, deuxième degré, troisième degré. Oui, mais c'était du second degré. Oui, il y a des gens qui vont le prendre très directement comme une agression. Oui. C'est ça qui est donc, on tombe dans une forme de subjectivité. Et après, on dira, est-ce que vous n'avez pas été imprudent avec ce type d'humour qui est mal reçu et c'est très très délicat, hein. Il faut être très très prudent. C'est très délicat quand on est dans du rapport formel, hiérarchique, social, structuré, organisé, avec des liens, voilà. Maintenant, je pense que avec des gens, dans une famille, dans une équipe, dans des relations interhumaines hors champ, enfin privées, je pense que ça me paraît un facteur de lien clé. C'est l'appartenance à un même humour, hein. C'est l'appartenance à une même caste, en fait. On rigole des mêmes choses, voilà. Etc. Mais sinon, effectivement, c'est un rapport qui peut être vécu comme une très grande violence. C'est ce qu'on a vu dans la première intervention. Et donc, c'est extrêmement vexatoire quand quelqu'un vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas et que lui en rigole. Et donc, c'est extrêmement... et qui n'a pas vu un adolescent toiser, je sais pas, un adulte en lui faisant un trait d'humour, et l'adulte ne trouve pas ça drôle du tout, parce que justement, l'adolescent va essayer d'inverser ce rapport, et c'est un rapport de force, et à la fin, il va dire « mais c'était de l'humour ». Voilà. Donc, et là, lui, ça fera rire ses copains, par contre, ça oui, ce sera roi de la récré. Mais par contre, l'adulte, ça ne le fera pas rire du tout. Quand on dit c'était de l'humour, c'est dangereux ça. Oui. Parce que ça veut dire que ça a été compris que d'un côté, que celui qui a émis ce trait d'humour, mais pas forcément de celui qui le reçoit, le policier qui se fait insulter, moquer, etc. Lui, il prendra ça comme un outrage. Alors que l'auteur dira oui, mais c'est ma façon de parler, j'ai voulu plaisanter, j'étais. Voilà, moi, je dis souvent aussi à des jeunes étudiants, faites gaffe, dans vos soirées étudiantes, tout le monde a son smartphone, si vous vous déguisez, vous faites un salut nazi, une connerie quoi, de jeune, parce que vous avez bu un coup, ça peut vous amener de graves ennuis. Parce qu'après, quelqu'un va filmer la scène, vous êtes déguisé, et ça peut sortir après, des mois après, on dira, regardez, ce petit comportement, c'est arrivé à des hommes politiques, hein, de se trouver dans des situations de détente, et on va dire, c'est pas normal qu'ils se laissent aller de cette manière, vous voyez, on va dire, il picole, il fume, il est bizarre. La vie privée, à un moment, elle est presque résiduelle quand on devient un personnage public. Et il faut se faire attention à ça. C'est pour ça que je disais qu'il y a des humoristes qui ont du mal à accepter qu'on s'en prenne à eux, alors qu'ils sont des personnes privées ordinaires, parce qu'à un moment, on pensera qu'on peut aussi parler d'eux en termes moins humoristiques. Et est-ce que l'humour est réversible? Pas toujours. Oui, merci beaucoup pour cet éclairage, pour vous qui êtes dans la justice, et donc qui est l'objectivation par la preuve. Donc c'est un éclairage particulièrement intéressant et complexe comme sujet. Et Madame Costa a fait son introduction et puis elle a dit « Bon, maintenant j'arrête, c'est bon. » Et bien moi j'ai ri intérieurement. Merci. Merci. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Moi j'ai une question un peu provocatrice. Vous disiez que la justice était le reflet de la société. Et justement, avec le développement de l'individualisme, de la sensibilité toujours subjective et un peu relativiste, est-ce que pour éviter les conflits, il ne faudrait pas interdire l'humour? Ou on ne serait pas amené à interdire l'humour? Dans les dictatures, vous remarquerez, il n'y a pas tellement d'humoristes. Hein. Ils sont vite embastillés ou exécutés. Le dictateur n'aime pas celui qui se moque de lui. Et donc, le jour où on interdit l'humour, c'est grave. On revient des temps anciens, Inquisition, qu'on a connue en France. C'est une chape de plomb sur la liberté d'expression. Et donc, bien sûr, l'humour peut être excessif, peut être vulgaire, peut être débile, peut être vraiment très con. Mais ça fait partie de la vie d'une démocratie. Comme il y a d'autres aléas dans la vie démocratique, on peut être agressé dans la rue parce qu'on a une liberté d'aller et de venir, tout le monde n'est pas surveillé, contrôlé. C'est propre d'une démocratie d'accepter la déviance, la marginalité. Et on parlait de fou rire. Est-ce que l'humoriste est un fou?
parlait du fou du roi, vous savez, qui faisait rire tout le monde. Le rire, c'est une forme de folie, et on a besoin, je crois, tous d'un peu de folie. Okay.